Bon, bah, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc, il y a Thierry Fournier qui est connecté, Dominique Rouget qui est connecté. C'est le tour de table. Donc, il y a Stéphane Mully qui est là, Thomas Porquet, Thomas Junot, Bruno Menette, Laurent Schmitt, Fabien Villard, Patrice Ringot, Sylvie Franck, Florence Join, Isabelle Claus, Cécilia Fabry, Michel Bontou-Carry, Yannick Schurter et moi-même. Donc, qui sommes présents ici à l'INIST. Donc, bienvenue à tous pour ce sprint 15, enfin, cette revue de projet EasyParse pour le sprint 15. On parle aujourd'hui donc d'EasyParse et de normalisation CABA. Alors, il y a beaucoup de termes barbares, CABA, PKB, etc. Je vais expliquer tout ce que c'est. Donc, je rappelle le principe des sprint reviews. On va parler de ce qu'on a fait durant le sprint. Donc, ce sprint était relativement long. Il a commencé début février, puis là, on est presque mi-mars. Sauf que il y a eu une semaine de vacances au milieu, donc ça nous a permis de faire des choses, mais il fallait qu'il soit long comme ça pour que ça marche. L'intitulé du sprint, c'est donc normalisation CABARS. Normalisation CABARS, ça concerne donc ce qu'on appelle les PKB, les Platform Knowledge Base, les bases de connaissances des éditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les PKB? C'est des fichiers de correspondance qui permettent de faire le lien entre les identifiants internes des revues qui sont hébergées sur les plateformes des éditeurs, et puis des identifiants normalisés qu'on est habitué à manipuler de type ISSN, ISBN, et aussi les titres des revues. Donc au niveau de chaque parseur, chaque plateforme potentiellement peut utiliser une PKB. L'objectif du parseur, c'est de récupérer l'identifiant de la revue qui est consultée. Si cet identifiant n'est pas l'ISSN, donc quelque chose qui est déjà normalisé, et que c'est un identifiant interne à la plateforme, on va faire la correspondance entre cet identifiant interne et puis l'identifiant normalisé. Tous les parseurs n'ont pas de PKB, mais on s'est aperçu au cours de ce sprint qu'il y avait un apport réel des PKB, en particulier puisque ça permet de remonter le titre des revues, qui est important quand on veut les avoir dans les rapports. Donc, au préalable, EasyParse manipulait son propre format en ce qui concerne les PKB. Donc, c'est des fichiers de correspondance avec plusieurs colonnes. C'est des fichiers en CSV, donc fichiers texte séparés par des points-virgules. Et donc, on avait défini un format qui était propre à EasyParse. Sauf que c'est des données qui sont mutualisables et qui sont disponibles sous d'autres formes, en particulier au format CABARS. Et le format CABARS, c'est un format qui est, je le dis un peu dans la présentation là, qui est l'équivalent en fait de counter pour les listes de revues qui sont disponibles sur les plateformes des éditeurs. C'est un code de bonne pratique qui a été mis en œuvre par la NISO et c'est l'UTSG, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est donc normalisé. Et donc, on voyait un intérêt à se rapprocher de cette norme au niveau du EasyParse. Au cours du sprint, on a aussi
on a aussi traité le début de la refonte de l'interface web. Donc, je vais commencer par vous parler de ce qu'on a fait au niveau CABAR. C'est un petit peu technique, c'est pas trop fun. Et après, on passera à la partie un peu plus fun, qui est la refonte de l'interface, et qui, je pense, va amener un réel apport pour les versions futures. Donc, on a aussi, bon, toujours un fil rouge au cours des sprints, c'est-à-dire qu'on a toujours pour objectif de développer des nouveaux parseurs. Cette fois-ci, on s'est orienté vers des parseurs open access, qui étaient orientés open access, en particulier avec la collaboration avec Daniel Bourrion et puis Stéphanie Rouvier, qui travaille sur un serveur open access pour l'Université d'Angers, et donc qui voulait savoir si EasyParse pouvait leur permettre de faire des statistiques. Donc on leur a fait une première version de parseur, et qu'ils ont complété, et ça a relativement bien fonctionné. Donc on a des collaborateurs supplémentaires. On a fait aussi, c'est Dominique Rouget qui a complété le parseur pour iWire. Donc il avait déjà travaillé sur l'analyse de la plateforme, il a fait le parseur, et puis il a même fait aussi un scrapper. Et donc le scrapper, c'est ce qui permet de générer, justement j'en parlerai un peu tout à l'heure, qui permet de générer aussi des PKB, des fichiers de base de connaissances, en allant rechercher des informations directement via le web sur les sites des éditeurs, ou alors via un fichier mis à disposition sur le web par les éditeurs. Et à partir de ce petit programme, le scrapper, on génère une PKB. Donc les parseurs qu'on a fait, on a comme objectif en fil rouge de faire à peu près 3 parseurs par sprint, 3 nouveaux parseurs par sprint. On l'a fait encore cette fois-ci, puisqu'on a fait donc un parseur SAM. Donc SAM et Aouda, c'est 2 parseurs qui sont orientés Open Access. Donc là, c'est des serveurs Open Access. On en a vu des logs de serveurs Open Access, c'est pas un serveur mandataire. Donc il y a ce parseur de iWire qui a été fait par Dominique Rouget. Et on s'est aperçu que dans le cas d'iWire, en fait, ça recouvrait beaucoup d'autres plateformes, en fait. C'est un agrégateur. Et donc, ça représente, c'est un gros parseur. C'est un gros morceau iWire. Aussi, en tant que fil rouge aussi, on a travaillé sur la macro qu'on met à disposition pour avoir un premier aperçu de la mise en forme des résultats d'EasyParse. Les événements de consultation qui sont produits, on veut avoir un premier aperçu de ce que ça a donné comme consultation. Donc on a fait avec Isabelle Klaus des macros, une macro Excel, et là cette fois-ci on a fait une macro LibreOffice, et donc là on est vraiment open. Donc même si vous n'avez pas Excel, on peut donc visualiser les premiers résultats de EasyParse avec LibreOffice, ce qui fait que on est full Linux, parce que ça veut dire que on peut carrément installer EasyParse sous Linux et avoir le rendu aussi sous Linux, parce que comme on était que Excel au niveau macro, on ne peut faire que la visu ne pouvait avoir lieu que sous Windows. Donc là, en faisant du LibreOffice, avec cette macro LibreOffice, on est à la fois Linux et même Mac. Ça marche. Donc on a vérifié ce matin, ça marche aussi sous Mac. Bon, ça a demandé quand même des petites adaptations parce qu'on a travaillé donc sur la modification des PKB pour les rendre compatibles CABAR, et ça a une influence, sur le flux de sortie, puisque les noms de champs CABAR définit en fait une norme pour nommer les champs, et donc ça influe sur les noms de champs en sortie. Et donc ça veut dire qu'on a aussi adapté les macros en conséquence. Donc, qu'est-ce que CABAR? J'ai mis des liens là pour
les explications. En fait, les explications sont disponibles sur le site de Couperin. En gros, en fait, ça concerne une normalisation de la dénomination des champs qui concernent le titre de la publication, l'identifiant papier, l'identifiant numérique. Ça concerne aussi donc les états de collection. Donc on met des informations sur les états de collection dans ces fichiers. Alors les états de collection, c'est pas des informations qu'on exploite au niveau EasyPath, mais elles sont demandées par CABART. Donc cette normalisation CABART a consisté à, au niveau des fichiers PKB, de mettre tous les champs demandés par CABART. Donc, avant, on n'avait que 3 ou 4 champs au niveau des PKB. Et là, on a, je crois qu'il y a 16 champs. Il y a 16 champs au niveau CABART qui sont obligatoires. Et donc, on fait figurer ces 16 champs dans les PKB maintenant EasyPath, même si les valeurs sont vides. Autre point important, c'est des fichiers de correspondance qui sont en tabulé, en format texte, mais en tabulé, alors qu'avant on était en CSV. Il y a une normalisation qui concerne aussi les noms des fichiers. Voilà. On a besoin au niveau EasyPath d'autres champs qui sont éventuellement pas dans le CABART, et donc on les rajoute en fin de colonne, après les autres champs CABART, en les préfixant par PKB-quelque chose. Donc, ce qui fait que les informations qui seraient éventuellement nécessaires à EasyPath, en particulier par exemple dans le cas de iWire, on a une correspondance avec les noms de domaine, donc ça arrive en fin de fichier. Et puis on a aussi EasyPath, quand il ne trouve pas une correspondance d'identifiant, génère un fichier qu'on appelle les PKB-MIS, c'est-à-dire les identifiants qu'on a rencontrés au niveau éditeur, mais qui ne sont pas, pour lesquels on n'arrive pas à faire de correspondance. Tout ça est rassemblé dans un fichier qui s'appelle PKB-MIS, et ce PKB-MIS est aussi maintenant compatible CABART, et donc il est disponible et complétable, en fait, donc on peut le compléter avec des valeurs genre de titre, d'ISSN. Donc pour illustrer, donc voilà ce que c'était avant un fichier PKB. On voit qu'il y avait ici c'est title, PID, ISSN. C'est une des premières versions de PKB. Et puis maintenant ce que ça donne, donc on a des champs comme ça, publication title, title URL, string identifier. Voilà. On a un outil qui nous permet de valider donc les PKB, qui s'appelle PKB Validator, et qui principalement vérifiait qu'il y avait bien présence dans les PKB d'un identifiant unique pour l'éditeur. Il vérifiait aussi qu'il n'y avait pas donc il y avait qu'un identifiant unique et qu'il y avait donc ce champ qui permet de faire donc le PID qui était bien présent dans le fichier, et il n'y avait pas de doublon au niveau de ce champ, que les identifiants normalisés de type ISSN, ISBN qui sont fournis dans ce fichier sont corrects. Donc on vérifie que ce sont des ISSN valides ou des ISBN valides. Et donc il y a eu une adaptation de PKB Validator, donc cet outil, pour qu'ils tiennent compte de ce format CABART. Et donc, ça a aussi concerné, l'adaptation CABART a aussi concerné les scrappers. Donc, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, les scrappers. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits programmes qui vont sur le site de l'éditeur pour aller chercher donc la liste des revues mises à disposition sur la plateforme et qui va générer une PKB à partir de ces listes.
donc avec des champs, le champ identifiant, le champ title, et la correspondance avec éventuellement IDCN, etc. Donc les scrappers ont été normalisés, c'est-à-dire que maintenant, avant le fonctionnement des scrappers, donc c'était des outils accessoires qui sortaient sur le flux de sortie, hein, on lançait le scrapper pour une plateforme donnée et qui produisait sur le flux de sortie eh bien, un fichier en CSV, un flux en CSV qu'on mettait dans un fichier pour faire la PKD. Maintenant, le scrapper, étant donné qu'il y a une normalisation au niveau des noms de fichiers, il y a une normalisation au niveau des champs, hein, KBART, le scrapper va produire un fichier qu'il va mettre dans le répertoire directement de la plateforme, donc avec ce nom normalisé, avec une date, avec un nom de lot, etc. Donc ça produit ces effets dans le sens où, par exemple, avant, pour Science Direct, on n'avait pas de PKD parce que les identifiants étaient directement dans l'URL. Mais comme Dominique Rouget a écrit un scrapper pour Science Direct, il va en fait télécharger la Freedom Collection et extraire de ce fichier qui décrit la Freedom Collection les identifiants, le type, etc. Et donc on a, par exemple dans le cas du scrapper pour Science Direct, on obtient une PKD au format KBART qui fait que pour ce qui est Science Direct Freedom Collection, maintenant on a enrichissement au niveau de la sortie d'IPAR pour tous les titres des revues qui sont consultées et qu'on a réussi à identifier. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait un apport au niveau des scrappers avec à la fois cette normalisation KBART et cette automatisation du lancement. Donc, au niveau des résultats, publication title, donc le type de publication, est renseigné plus fréquemment. C'est un effet de bord de cette normalisation KBART. Et puis aussi, autre chose, c'est que avec EasyParse, on va participer à la diffusion, on va contribuer à la diffusion de fichiers KBART, puisque on va de plus en plus avoir des fichiers KBART pour toutes les plateformes qu'on va savoir traiter. Donc, il y a un site qui répertorie, il est disponible il y a un lien qui est disponible sur le site de Couperin, qui répertorie tous les éditeurs qui sont compatibles KBART. Et donc, potentiellement, où on peut aller rechercher des fichiers KBART et les intégrer. On n'a encore pas traité cette partie-là, il reste encore un petit peu de travail au niveau KBART, au niveau normalisation KBART du départ. Mais potentiellement, on pourra avoir, par exemple, un scrapper. Le scrapper, qu'est-ce qu'il fera? Plutôt que, éventuellement, soit il va analyser un fichier ou une liste disponible sur le site des éditeurs, soit il va aller télécharger directement un fichier KBART mis à disposition sur le site de l'éditeur. Pour l'instant, c'est encore pas le cas pour toutes les plateformes, mais c'est le plus. Voilà. Oui. Oui, alors on a eu un contact avec Stinger il y a une quinzaine de jours, plus que ça, 3 semaines. Et donc, c'est notre premier contact avec un éditeur pour justement qui nous fournisse directement les fichiers KBART. Donc, a priori, on va avoir des accès sur un répertoire un Dropbox dans lequel ils mettent à disposition des fichiers KBART. Alors, il y a un truc que dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que actuellement, officiellement, KBART est en version 1 et il y a une version 2 qui va sortir bientôt. On a travaillé directement sur cette version 2 qui va sortir, parce que de toute façon, Couperin avait déjà travaillé sur la traduction de la version anglaise des recommandations KBART. Et donc, alors il y a un certain nombre de champs supplémentaires dans la version 2 de KBART, et donc on en tient compte. Oui.
Au niveau des champs, on a travaillé sur la version 2. Oui. Mais de toute façon, c'est-à-dire qu'il y a plus de champs dans la version 2, et comme de toute façon, nous, on ne prend que quelques champs de Cabart, ça ne nous pose pas de problème. Oui. Oui, oui. Non, alors justement, il y a le PID, c'est vraiment le champ pivot, je dirais, l'identifiant, et donc il s'appelle Title ID au niveau Cabart. Donc un des refactoring en fait, du code, ça a été justement de changer tout ça au niveau du cœur du tout ça, de transformer PID en Title ID. Voilà. Oui. Oui. Ouais. Si on peut le faire, si c'est pas trop dur de faire un scrapper qui va aller chercher les titres pour faire la correspondance avec le title ID, on a des avantages à le faire puisque au niveau du résultat, on a tout le title. On n'est plus obligé de le refaire après. Ouais. J'ai une question à propos de Springer. Est-ce que quand vous les avez contactés, il a été question du rythme de mise à jour des fichiers Cabart, donc auxquels on va accéder via un scrapper, si j'ai bien compris, sur un espace Dropbox? C'est mis à jour régulièrement, en direct, ou c'est des points qui ont été abordés avec Springer? En fait, tu m'entends, Thierry, ou pas? Oui. Les contacts qu'on a eu avec eux sont prometteurs. Pour l'instant, on n'a rien reçu de concret. Le site s'est très bien passé. On est en contact avec deux personnes qui sont en charge du dossier Cabart chez Springer. Donc, une Allemande et un New-Yorkais, je pense. Oui. Je pourrais faire passer les noms des contacts sur Internet. Et en fait, on a compris avec eux qu'ils nous donnaient accès au travail qu'ils avaient déjà effectué pour Cabart version 1. Ouais. On a déjà du matériau, mais pour l'instant, cet accès, on l'a pas eu. Je les ai relancés par mail il y a une semaine, ils ne sont pas nouvelles. Et eux, ils sont plutôt intéressés pour rendre tout ça public au moment de la version 2. Donc, ils sont en cours. D'accord. Les deux. Et ils nous ont promis qu'on aurait fait, du coup, comme tout le monde, parce que ça va être des informations publiques, à la version V2. Non, parce que en fait, la question que je posais, enfin, c'est toujours pareil, c'est Cabart ou pas, à la limite, c'est la différence entre une liste produite à un instant T par un éditeur. Des fois, l'instant T, c'est une fois dans l'année, et puis après, on n'en parle plus. Et puis, ce qu'il y a réellement sur la plateforme, parce que effectivement, le dernier numéro en ligne, pour un hebdomadaire, il évolue toutes les semaines. Hein. Même pour un quotidien, même si on ne traite pas beaucoup de quotidiens, il évolue tous les jours. donc voilà, c'était. Mais bon, si les contacts n'ont pas encore été assez loin pour répondre à la question, c'est pas grave. Hein, c'était juste en passant. C'est une question qu'on a soulevée et vous n'avez pas l'air de tomber des nues, quoi. Ah ouais, d'accord. Merci. C'est la question des informations collections hyper avec du temps, c'est la partie état collectif. Et puis là, on travaille sur ce qu'on appelle la partie la partie des informations vidéo, mais par contre, il y a toute la partie des droits, des droits d'argent, etc. Oui. Possiblement, on peut remettre en jour. Alors ça a des conséquences aussi pour nous, c'est-à-dire que potentiellement, dans un fichier Cabart, il y aura plusieurs lignes par titre s'il y a un état de collection qui varie. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs title ID dans le fichier s'il y a plusieurs dates de début et de fin. Si par exemple il y a des trous, c'est du temps au temps, et puis il y a un trou et puis du temps au temps, il peut y avoir deux lignes pour un même title ID.
ça potentiellement, ça peut avoir des conséquences au niveau éditeur. Oui. Oui. Alors en fait, c'est ce que font les scrappers. C'est-à-dire que si le scrapper rajoute une information, bon, typiquement, non, l'exemple c'est iWire, qu'on peut, on peut citer, c'est que on a besoin du nom de domaine pour faire la correspondance. Et ben, on rajoute une colonne qui contient ce nom de domaine et qui n'est pas forcément prévue dans le format. Donc, on précise. Et donc après, ce qui fait que, comme on a précisé, si on veut épurer ces fichiers PKD, KBART, EasyPart, pour en faire un KBART pur, eh ben, il suffit de retirer les colonnes qui sont précisées. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur KBART, je vais passer la main à Yannick. Dominique, j'aurais une question. Oui, j'aurais une question sur le PKB validator là. Tu as dit que oui, ça pouvait contrôler la validité des ISSN. C'est-à-dire que vous refaites le calcul des ISSN, c'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas danger à corriger un ISSN qui serait faux chez l'éditeur, mais qui arriverait comme ça dans ses fichiers KBART ou dans ses logs? Alors, on ne corrige pas les ISSN. On vérifie s'ils sont valides ou pas. S'ils ne sont pas valides, on met un message d'erreur. Et on a possibilité au niveau des fichiers de lever le contrôle en fait de validité des ISSN ou des ISBN en mettant un dièse, en préfixant ce numéro par un dièse. Ça permet d'avoir de contrôler les choses, de savoir ce qu'on fait. Alors c'est vrai que certains éditeurs ont des ISSN non valides, ils manipulent les ISSN non valides, donc on peut quand même les manipuler en mettant un dièse devant. Voilà, d'accord, mais ça permet quand même Ok, mais ça permet quand même, malgré le dièse, de faire la liaison. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Au niveau EasyPart, on ignore le dièse et on fait le lien avec ce qu'on va trouver en tant qu'identifiant. D'accord, mais vous ne remplacez pas par l'ISSN qui serait recalculé. Non. Ok, d'accord. Non. Par contre, au niveau de PKB Validator, il y a un message d'erreur qui dit attention, on lit cet ISSN-là, mais l'ISSN valide, ça serait celui-là. Voilà. Donc potentiellement, on a possibilité d'aller vérifier, voir si c'est pas une erreur humaine, si c'est pas. Voilà ce que c'est PKB. Donc en transition par rapport pour passer à la suite, donc j'ai parlé de la macro LibreOffice. En fait, la macro LibreOffice, elle est développée par Isabelle Klaus et elle utilise pour participer au projet GitHub et GitHub Windows qui lui permet en fait de travailler sur son code, de faire sa mise à jour, de poster directement sur le repository. Et donc, c'est un peu un appel pour ceux qui voudraient contribuer à participer au projet. En utilisant GitHub Windows, c'est assez facile. Et, donc, vous avez les informations qui sont sur votre poste et vous faites les mises à jour, les synchronisations. Enfin, Isabelle, tu me confirmes que c'est relativement pratique. Voilà. Donc, on peut l'utiliser en particulier pour les aspects macro, LibreOffice, Excel, etc. Et on peut aussi l'utiliser, on va le montrer là, pour vous montrer la maquette de la refonte de l'interface. Là, je te passe la main. Donc, on va attaquer la partie plus visuelle de cette review. Bon, ça va quand même être assez rapide. On a des screenshots, mais on va essayer d'utiliser GitHub. Si je l'ai. Donc voilà, on parlait de GitHub Windows, on va vous montrer comment c'est.
Euh, ça prend pas trop de temps à démarrer. Ouais, si. Alors, donc, ce qui nous intéresse, je suis pas très habitué à la version Windows. Hop. Voici. Ah, zut, zut, zut. On a des fichiers là-dedans. Dominique, aide-moi. Alors, C'est au donc contrôle là, F. en fait, avec GitHub Windows, tu as téléchargé le layout, et donc il l'a mis dans un répertoire au niveau du PC. Ici, donc normalement, les documents GitHub, voilà. Et donc il a téléchargé le dépôt, et il l'a mis ici, et donc tu lances tout de suite ça, et tu le mets dans Dankeschön. donc là, en fait, du coup, on a le mock-up, il est dans un repository GitHub, et donc on l'a téléchargé en local, ce qui nous permet d'ouvrir les fichiers et puis de voir les maquettes des écrans. Donc, pour les curieux, ce repository est donc disponible sur GitHub, hein, parmi les différents repositories de GitHub. Et donc, hop. Donc, il contient une série de pages qui pour le moment sont statiques et indépendantes les unes des autres. Donc, on va vous montrer ça. Hop. Hop, voilà, hop. Voilà. Alors, voici déjà le prototype de page de connexion, qui est la page sur laquelle on va apparaître systématiquement à partir du moment où on n'est pas connecté. Donc, il faut savoir qu'on va on a pris un parti pris qui est de forcer à partir de la prochaine version, quand ce sera en place, de forcer la connexion, d'être enregistré pour pouvoir utiliser EasyParse. Donc c'est pas pour ennuyer l'utilisateur, c'est surtout que ça nous facilite la vie et ça facilitera notamment la conversation des utilisateurs avec nous. Donc voilà, on tombera systématiquement sur cette page-ci. Voilà, pour se connecter. Donc pas grand chose de spécial à dire. Ça permettra aussi à l'utilisateur de retrouver ce qu'il a déjà fait quand il est venu une première fois. Donc, si on fait plusieurs traitements à l'affilée, on pourra éventuellement retrouver les traitements qu'on avait fait les fois précédentes. Voilà, donc en parlant de la connexion. Donc, une fois connecté, EasyParse, l'application ressemblera à ceci. Hop. Donc ça change un petit peu du style précédent. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand chose à y redire, si ce n'est un spécial. Donc à part montrer, pas grand chose à dire. Ouais. Donc voilà pour le layout. Ensuite, pour le formulaire, ça ressemblera à quelque chose de ce genre-ci. Voilà, on a essayé d'épurer un petit peu, le rendre un peu plus simple. Donc pour ça, on a mis les paramètres dans une fenêtre cachée, pour qu'ils prennent moins de place. Voilà. Et en cours de traitement, on aura une fenêtre de ce genre-là, voilà, avec en dessous comment on appelle ça déjà? Des onglets, merci. Merci. Donc des onglets pour dans la version précédente, on avait un gros bloc de métrique au même endroit. Donc ce sera un peu moins
L'interface est comme ça un peu plus légère. Et voici pour les métriques. Donc pareil, hein, ça va être c'est un peu plus visuel. Donc avec des aides sur la droite qui seront un peu plus comment simple à lire. Alors oui, ici, bon, j'ai mis ça en rouge pour signifier que bon, je sais pas si ça sera fait dans la version finale aussi, mais j'imagine si ça dépasse un certain pourcentage de rejet, pour bien signifier qu'il y a un problème pour cette colonne en particulier. Donc, bon, je suis pas sûr que juste mettre ça en rouge ici, ou si ça sert à quelque chose d'ailleurs, mais bon. Ouais. Donc, je peux imaginer une petite icône également, un petit triangle ou quelque chose dans le genre. Voilà. Donc, voilà. Bon, les deux autres ne sont pas encore en place parce que de toute façon, c'est plus du texte brut qui va y apparaître. Donc, voici pour les pages qui sont faites. L'implémentation a commencé, mais on ne va rien montrer parce que c'est en cours, ce n'est pas terminé. Et voilà. Pour le moment, il n'y a pas de... Ah oui, le petit menu. Oui, c'est-à-dire... Donc, on aura toujours accès à ce menu, vu que pour accéder à l'application EasyPark, il faudra nécessairement être connecté. Et donc, on prévoit d'avoir un historique des traitements qu'on a fait. Oui, traitement. Ouais, les traitements. Ouais, job, traitement. Ça va être plus, hein. C'est vrai qu'on s'est habitué à dire job, mais d'un côté utilisateur, je sais pas si c'est très parlant. Voilà. Donc, on peut imaginer aussi des paramètres propres à chaque utilisateur. Voilà. Voilà. Premières impressions sur l'interface. Donc ça fait pas mal de bouleversements. Donc on a pratiquement terminé Tabark. On a bien entamé cette partie-là et donc bien sûr la suite, le prochain sprint apportera sur la mise en place de cette interface. Et donc si on vous le montre maintenant, c'est bien pour avoir un retour utilisateur le plus rapide possible, pour qu'éventuellement on puisse tenir compte des remarques qui sont généralement pertinentes. Avant de devoir faire des choses éventuellement. C'est pas. Donc là, cette nouvelle interface, elle annonce aussi des choses. Hein. Donc on a vu le fait de pouvoir éventuellement retrouver des traitements. On voit là qu'il y a un onglet qui fera compléter les PKB. Donc voilà. Ça annonce des fonctionnalités qui vont venir aussi, auxquelles on a pensé. Donc ça sera compléter les PKB ou ça sera c'est amené à remplacer le wiki? En fait, c'est ça va être à propos j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les PKB MIS. Au cours d'un traitement, on va générer des PKB MIS. Et donc, ça veut dire que on va encourager les utilisateurs qui auront éventuellement généré des PKB MIS à les compléter. D'accord. Voilà. Donc c'est juste pour compléter, c'est pas un remplacement du wiki qui permet de faire les analyses de plateforme et de mettre les PKB en ligne. Ouais, tout à fait. Ça va être une interface de mise à jour. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, c'est une interface de complément local, puisque on peut compléter une PKB, mais quand on va régénérer une PKB avec les scrappers, ces compléments, on les aura pas. Oui, alors, à ce propos,
La normalisation Tabark apporte un peu quelque chose, enfin, donne une petite solution à propos justement des mises à jour, c'est que dans les noms de fichiers, il y a forcément une date de version. Et donc, on peut jouer avec ces dates de version pour éventuellement un système de priorité. C'est-à-dire que même s'il y a plusieurs fois, si les enregistrements apparaissent plusieurs fois, bah, celui qui sera pris en compte sera le dernier, enfin le plus récent. Donc ça peut être une façon de gérer les mises à jour. Et puis après, bon, on a prévu de permettre de reverser éventuellement donc des mises à jour locales vers GitHub, vers Analogy. Pour mutualiser en fait toutes ces mises à jour. Et donc, je ne sais pas si vous savez, dans la partie administration actuellement, on fait des tests pour savoir si l'interface est à jour ou pas par rapport au parseur et au PKB. On va compléter ça. On va reprendre ce même système. Quelqu'un parle, là, on n'entend pas. Il y a une question? Il y a Strasbourg qui s'est connecté, visiblement. Je ne sais pas si c'est une conversation en bruit de fond ou si c'est une question. Sinon, il y a possibilité d'utiliser le chat s'il y a des questions. Pour les retours sur l'interface, parce que là, alors, je vais pas parler de date. J'ai pas parlé de date. D'habitude, je le fais en début. Par rapport au prochain sprint. Ouais, voilà. Alors le prochain sprint, la date, ça serait le 24. Donc je ne sais pas combien de temps on peut laisser par rapport au retour, on peut laisser peut-être une semaine ou deux. Plus une semaine. on est dans la tête. Ouais. C'est mieux pas trop. Et après, normalement, ça nous Ouais. Ouais. Les remarques qui seraient vraiment ennuyantes, c'est si ça implique un gros changement, quoi, un gros bouleversement. Ouais. Donc on dit le 20 mars. 5, oui. Donc en fait, si vous avez des remarques par rapport à cette interface, donc qui est téléchargeable, on est à l'écoute jusqu'au 20 pour des grosses modifications. Après, des petites modifications, ça, en conséquence, on en tiendra compte, mais peut-être pas. Mais si vous avez des grosses remarques, genre des onglets qui vous paraissent mal positionnés ou quelque chose à mettre plus en avant, genre dans la home page ou des choses comme ça, entre les rapports entre EasyPark et Analogist aussi peut-être, pour clarifier un peu si c'est pas suffisamment, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment mises en avant. Donc on vous laisse une semaine. Et donc comme ça, ça nous permettra d'en tenir compte et puis de ne pas être obligé de revenir en arrière. L'endroit où il faut changer les informations qui sont sur GitHub, Oui. les instructions installatives sont valides. Le install de Power, Non. En fait, il suffit d'installer GitHub Windows. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a fait, enfin, on a fait un petit modif pour que
Voilà. Il suffit d'installer GitHub Windows, de se connecter. Alors il faut avoir un compte, hein, GitHub, sur télécharger. Question. Sinon, pour revenir sur une méthode, on peut éventuellement la mettre en ligne. Ou alors on peut la mettre dans Dans la la ligne prod, mais il y a un URL qui se aussi, et les gens, en fait, ça peut être un peu ouais. Donc là, on peut pas, on peut mettre en support la présence Ah. J'ai l'impression qu'il y a Une question de Strasbourg. Vu la taille de notre fichier de log, 200 mégaoctets par jour, on importera les fichiers en appelant le log ancestor et on n'utilisera l'interface web que pour visualiser les données. Ah, c'est bien ça? Oui. Ah non. non. C'est pas du micro qui nous font. Hein. Tout à fait. Non, Log Injector, en fait, c'est plus une méthode d'utiliser justement l'interface, enfin, d'envoyer les logs sans l'interface web. Mais actuellement, l'interface web n'a pas vocation à visualiser les données. Pour ça, on a éventuellement les deux macros, Excel et LibreOffice, mais l'interface web, elle sert juste de facilitateur pour envoyer les données à EasyParse. Donc en fait, si on veut, si vous voulez ne pas passer par l'interface pour envoyer vos fichiers de log, effectivement, Log Injector, c'est vraiment un raccourci pour envoyer des logs. Mais c'est pour automatiser. Alors il y a plusieurs solutions. Donc vous écrivez la commande curl parce que si vous êtes vous installez une version en local, hein, donc de votre d'EasyParse, vous utilisez la commande curl. L'usage de la commande curl est décrite dans l'aide d'EasyParse. Hein, en faisant un copier-coller, on s'en tire. Il faut connaître le format de vos fichiers de log. Est-ce qu'il est compatible EasyProxy? Est-ce que c'est un format qui est reconnu en standard par EasyParse? Donc selon si c'est reconnu ou pas, vous aurez des paramètres un peu plus à mettre dans la commande curl. Et puis sinon, donc la commande curl va vous renvoyer des liens. Donc ok, il n'y aura pas beaucoup de paramètres à mettre. Et la commande curl va vous renvoyer des liens vers les fichiers résultats, et c'est ces liens que vous utiliserez pour aller voir vos données. En particulier, donc c'est ce qu'on appelle nous les jobs. Et donc il y a un job, il y a un répertoire par job qui va contenir tous les fichiers, donc à la fois les fichiers résultats, toutes les lignes qui auraient été rejetées, et puis même donc le compte rendu du traitement en JSON. Alors l'interface web peut servir éventuellement à visualiser de façon un peu jolie en HTML le compte rendu résultat. Sinon, on a aussi développé pour notre usage en interne des commandes qu'on a appelées EC Maker ou EC Bulk Maker qui vont traiter toute une arborescence qui contiendrait des fichiers de log et puis générer les résultats correspondants dans une arborescence parallèle et qui, elle, ne contiendra que les résultats. Alors après, ça tout dépend de votre organisation de fichiers de log, mais ça peut être aussi un outil que vous pouvez utiliser. Est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous avec vous, à Livrege, à Saint-Jour, pour vous aider à mettre en place les services et évaluer les différentes façons d'utiliser, soit par le formulaire, soit directement en ligne de commande? Mais sinon, je reprendrai contact avec vous par mail. Je sais pas si vous... Ah oui, forcément, c'est pas devant le micro. Donc, en fait, le mieux, ça sera peut-être qu'on prenne contact et puis qu'on se définisse une session de travail et puis de façon qu'on vous mette le pied à l'étrier pour voir quel est votre contexte et comment vous pouvez utiliser le plus facilement possible EasyParse.
Donc, si vous avez déjà éventuellement une installation locale, etc. Donc, sur quel mail on peut donc, Thomas va envoyer un mail et puis on verra la suite. Ok, donc ça devrait bien se passer. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'interface ou d'autres questions qui reviendraient par rapport à Kabart? Oui, moi j'aurais une question par rapport au scrapper et au PKB et à Kebart. J'avais soulevé la question avec Elsevier, où je vous disais, ben voilà, on peut faire un scrapper en pointant vers la Freedom Collection, mais ce n'est pas l'ensemble de la plateforme. À ma connaissance, j'ai pas trouvé de fichier qui faisait l'ensemble de la plateforme, qui aurait été une master list, qui aurait été pratique pour vous. Mais par contre, on peut, soit dans un scrapper, soit avec plusieurs scrappers, enfin avec le même a priori, pointer vers différents fichiers. Oui. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que on peut imaginer avoir plusieurs PKB, mais ça me semble plus difficile, plusieurs PKB pour un même parseur? Ça me semble plus difficile, ça. Non, tout à fait. Enfin, en fait, le truc, c'est que au niveau Kabart, c'est prévu. C'est-à-dire que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. En fait, au niveau Kabart, ils ont prévu une normalisation des noms. Et donc, on peut faire des noms de package. Et donc, en particulier par rapport au scrapper que tu as écrit pour Science Direct, je l'ai un petit peu adapté pour que, justement, donc il génère un fichier et ce nom de fichier reflète la collection. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est Freedom Collection qui figure dans le nom du fichier. Et donc, on peut avoir, soit le scrapper, il peut générer plusieurs fichiers PKB en fonction de ces fichiers sources. Soit il y a plusieurs scrappers qui vont chacun générer un fichier qui va correspondre à un package. Et donc, on peut avoir plusieurs fichiers et au niveau EasyPart, c'était déjà prévu que EasyPart va en fait rechercher un ensemble de fichiers et puis va les cumuler en fait. Et alors, ce qui va se passer, c'est que moi, par rapport aux identifiants, donc là, le title ID, s'il y en a plusieurs identiques, alors donc normalement le PKB validator va aussi signifier s'il y a des doublons, mais au niveau EasyPart, donc il va ignorer les doublons, il va prendre le dernier qu'il aura rencontré. Donc si on a le système qui joue en fonction du package, du nom de package et puis de la date en fait des mises à jour, on devrait avoir des choses pas trop, peut-être pas hyper sûres, mais pas trop sales non plus. D'accord, ok. Mais c'est bien qu'ils ne tiennent pas trop compte des doublons possibles parce qu'on a vu le cas où un même titre était dans plusieurs bouquets. Alors parfois c'est normal et puis parfois c'est plus étonnant. Il peut être dans un bouquet payant et dans un bouquet libre accès par exemple. Ça s'est vu. Donc c'est plus étonnant, mais bon. Après il y a des packages aussi qui se recoupent entre eux. Donc après s'il y a beaucoup de PKB, il faudra trouver un moyen éventuellement pour un moyen facile pour prioriser les fichiers. Okay, mais il y a déjà une partie de l'info qui est déjà dans le nom du fichier. Ok, d'accord. Et j'avais une autre question, mais qui remonte à, enfin qui est pas ce sprint-là, mais qui me pose un souci. Par exemple, dans les scrappers, vous faites un scrapper pour une plateforme. Et finalement, quel que soit le type de document, ça peut être aussi bien les livres numériques que les revues numériques. Et vous mettez tout ça dans le même scrapper. D'accord? Et a priori, c'est ce que vous avez fait pour Springer, pour Elsevier, pour Wiley, finalement, pour les trois grands. Et je me suis demandé si c'était pas souhaitable de différencier les supports. Par exemple, d'avoir un scrapper spécifique aux revues, comme on a finalement une PKB spécifique aux revues, éventuellement,
Comme ça permet d'aller jusqu'au bout d'un processus pour un seul type de support. Et je me suis, en fait, j'ai été confronté à ce problème pour la plateforme Percé. Parce que j'ai fait l'analyse pour les revues, j'ai fait le scrapper pour les revues, mais je bute pour leur partie qu'ils appellent monographie ou publication en série. Et du coup, je ne peux même pas valider la partie scrapper, parseur, revue de Percé. D'accord. Oui, bah, Parce que je ne fais pas l'autre partie, en fait. Oui. Je pense que faut essayer d'être efficace et effectivement, peut-être que de séparer les choses, c'est plus facile à gérer. Je pense pas que ça pose de problème qu'il y ait plusieurs scrappers pour une plateforme et que chaque scrapper génère un fichier. J'en ai pas trop parlé, mais de la même façon qu'on avait factorisé des choses pour les parseurs, là on a factorisé aussi des choses pour les scrappers, ce qui fait que en utilisant un modèle, on hérite en fait de pas mal de choses, du temps la génération du nom de fichier, il va essayer de deviner en fait sur quelle plateforme on est pour l'insérer directement dans le nom du fichier. On a donc les scrappers peuvent sont des outils qui s'utilisent en ligne de commande, donc il y a une aide associée, donc on peut rajouter des choses au niveau de l'aide associée par défaut. Donc je pense pas que ça pose de problème de multiplier le nombre de scrappers, d'en faire à usage spécifique, sachant qu'il y a une partie commune. D'ailleurs, pour Kern, il y a déjà un scrapper pour chaque type de ressources. Je crois qu'il y en a un pour les journaux. Donc, c'est déjà possible en fait. Donc, il ne faut pas s'empêcher de. Faut pas hésiter à segmenter tant que ça a du sens les données des cabines. C'est pas ce qui est important. Oui. Il faut travailler sur des situations bien déterminées. Et puis, ça paraît l'application surtout qui prend dans ce type. Faut voir au cas par cas. Sinon, moi j'avais une question à ceux qui connaissent Java. Est-ce que vous savez pourquoi les fichiers Java se terminent par .txt? Parce que quand on double-clique dessus, ça ne s'ouvre pas avec le tableur. Et est-ce qu'il y a moyen d'influencer là-dessus? Vous pouvez reposer la question? Alors, en fait, la question c'est, pour ceux qui connaissent la Cabart, les fichiers Cabart, en fait, les fichiers Cabart, le nom du fichier se termine par l'extension, c'est .txt. Et donc, quand on clique dessus, ça n'ouvre pas un tableur, puisque c'est un .txt. Est-ce qu'il y a moyen d'influencer pour que oui, quelle est la raison et est-ce qu'il y a moyen de faire que ça s'ouvre dans un tableur? Alors oui, enfin, il y a moyen de l'ouvrir dans un tableur, mais mais c'est pas la plus utilisée en fait. C'est bien connu. C'est pas dire que c'est du CSV, parce que mettre une extension CSV, même quand tu as un contenu, c'est pas avoir une population. Par contre, c'est super. Du coup, la seule extension légale, c'est que c'est ouvrir par des études. Après, on peut faire en remarque. On peut faire en peut-être que ça peut être une remarque à faire effectivement dans les idéal, en réponse. C'est une extension qui soit compatible avec le tableur. CSV. CSV, ça existe normalement comme extension. On avait déjà eu cette protection pour les PTB avant de passer à l'heure. Pour les PTB, c'est
vrai qu'on perd à ce niveau-là. C'est pas par défaut. En gros, si les utilisateurs de code sont habitués à ça, parce que c'est pas par défaut, c'est pas trop grand. Maintenant, c'est une progression par rapport au PSV qui aurait des renseignements. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire plus en avant. Après, quelquefois, le cœur de cela, c'est vraiment que les éditeurs, nous, qui sont là, c'est une date quotidienne. Après, en fait, c'est que les données sont un petit peu noires, Non, c'est pas tellement vrai parce que on met les données à jour dans les canaux. oui, mais quand vous apprenez à avoir tout ce qui c'est pas remarque pour Donc, le biais pour les étudiants, c'est orienté pour que la marque au groupe de tabac. oui, Du coup, un signal qui ne sera pas de tout. ça, c'est remarqué les vidéos, ça va être conscient que les vidéos, ça fait une à la plupart des gens. Le vidéo, ça va, c'est un peu plus vite, les vidéos, ils vont dans les vidéos. Après, moi, j'ai dit, je vois que effectivement, dans les vidéos, La sortie PSV de Digiparks, vous les extensions TXT, hein. Ah, t'as mis TXT. C'est la plus courante, donc, ouais. En fait, on a une Oui, je crois qu'on va... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Non, pas pour ma part. donc, il n'y a plus grand monde en ligne. Donc, comme d'habitude, on est disponible. Je tenais à remercier donc Dominique pendant qu'il est là pour ses contributions qui commencent à devenir importantes. Merci. Ils sont largement supportés par votre équipe. Ouais, non, mais c'est très bien. Enfin, je pense que ça fonctionne. Enfin, je sais pas si toi comment tu le ressens, mais nous on le ressent assez positivement. Donc on t'en remercie encore. Et puis on t'encourage à continuer. Donc par rapport au sprint, à ce qui va venir dans le sprint suivant, on va essayer de continuer, de finaliser Cabart. Hein. Il reste quelques petits trucs à faire, en particulier au niveau des strappers, pour que tous génèrent du Cabart, parce qu'ils ne le font pas encore. Je ne sais pas si ça t'intéresse, il y a certains aspects qui t'intéressent là-dessus. Et puis sinon, on va finaliser, mettre en place la refonte de l'interface. Ici, ben moi, je vais réinstaller un clone de votre truc pour avoir les nouveaux scrappers et voir comment ça fonctionne. Ouais. Voilà. Donc tu verras, hein, il y a quelques petites lignes à modifier pour bénéficier de la factorisation au niveau des scrappers. La prise en main, je pense, est assez rapide. Voilà. Okay. En tout cas, merci à tous.
Et puis ben, la prochaine fois, donc en avril. Bien, ben, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.